table. Une émission proposée par Hype FM. Nous sommes aujourd'hui le 7 décembre, une date qui pour les Arméniens du monde entier signifie chaos et désolation. Il y a 25 ans en effet, la terre d'Arménie s'est déchirée, s'est fracturée, un séisme d'une ampleur sans précédent qui a provoqué la mort de dizaines de milliers de personnes et un nombre incalculable de blessés. Blessés dans leur chair et dans leur âme, l'expression prenant tout son sens dans pareille situation, car si parfois les blessures du corps se sont refermées, 25 ans après, l'esprit reste lui toujours profondément marqué par la tragédie vécue il y a 25 ans. Dans notre émission Carte sur table de ce jour, nous avons voulu aller à la rencontre de ceux qui ont vécu ce terrible jour du 7 décembre 1988, victimes ou témoins, habitants des villes et villages ravagés ou porteurs des premiers secours. Et cette émission est plus que jamais la vôtre, auditeurs. Aussi, si vous souhaitez apporter votre témoignage, notez dès maintenant le numéro de téléphone que vous pourrez composer dans la deuxième partie de cette émission, le 01 43 53 20 74. En attendant vos appels, nous allons ouvrir cette émission avec nos invités présents en studio, eux-mêmes témoins directs de cette catastrophe. Je vous présente tout d'abord Araxia Dadayan. Bonjour. Vous étiez à Leninagan, Gomri, désormais, ce 7 décembre 1988. Vous nous raconterez votre histoire dans un instant. Mais dire tout de suite que vous avez créé en France une association pour venir en aide aux victimes qui s'appelle Tous Ensemble. Tout un programme. Nous avons également invité deux médecins qui faisaient partie des toutes premières équipes de secours envoyées de l'étranger. Alors avec nous, le docteur Agop Kirkacharian, bonjour. Bonjour. Et vous allez nous expliquer dans un instant dans quel cadre vous êtes parti, dans quelles conditions. À vos côtés, le docteur Aram Termination, bonjour. Bonjour. Vous-même, vous êtes parti avec les premières équipes formées par la sécurité civile et vous allez aussi nous dire dans quelles conditions vous avez pris cet avion pour l'Arménie. Enfin, nous recevons Pierre-Yves Le Priol, bonjour. Bonjour. Journaliste à La Croix, et vous avez également fait partie des tout premiers témoins de ce drame. Au cours de cette émission, nous serons rejoints par Mourad Amirkhanian, qui est également natif de Gomri, et qui est aujourd'hui chanteur lyrique, et nous serons au téléphone le réalisateur Levon Minassian, natif de Gomri lui aussi, et qui avait filmé dans les heures, les minutes qui ont suivi le tremblement de terre. Et nous serons également en ligne, en direct de Gomri, avec Martin Pachayan, le directeur de l'école française de Gomri. Et à ses côtés se trouvera Pierre-Marie Saran, qui était le coordinateur des premières équipes de Médecins sans frontières sur place. Alors, pour ouvrir cette émission, nous allons l'ouvrir sur un témoignage qui évidemment sera chargé d'émotions. Toute cette émission le sera. Et c'est pour ça que je vous remercie, Araxia Dadayan, de bien avoir voulu apporter votre contribution à cette émission, car on imagine que 25 ans après, comme je le disais en préambule, ce jour du 7 décembre 1988 est toujours aussi douloureux, les souvenirs font mal. Alors, je vous donne la parole, Araxia. Bonjour à tous. Comme Asnik l'a présenté, je suis Araxia Dadayan, née à Gyumri, Gyumretsi, à tout cœur, à tout âme. Même où j'habite en France, mais je resterai toujours en Gyumretsi, avec tous mes souvenirs. Et malheureusement, tous les ans, le 7 décembre, le jour de la tragédie, il est trop douloureux pour moi, avec tous mes souvenirs, mes émotions. Je peux dire à toutes les secondes qui s'est passé, il n'y a rien qui a disparu, il n'y a rien qui est devenu un souvenir. Il est toujours vivant et présent pour moi. L'année, ça passe, mais le 7 décembre, il restera toujours 7 décembre. Le jour où ma vie, il a partagé en deux, avant et maintenant. Maintenant, c'est maintenant, avec toute ma famille, avec mes enfants, avec mes petits-enfants, avec mes amis. Mais le passé, l'avant, il est toujours avant, quoi. Alors, Araxia Dadayan, lorsque la terre a tremblé,
Il était exactement 11h50. Non, 11h41. 11h41, pendant 30 secondes. 30 secondes, on pense que c'est court, mais quand on laisse passer 30 secondes, à la radio on le fera pas parce que ça ferait un blanc énorme. 30 secondes, c'est très long. Très, très long pour une fille. Où étiez-vous à ce moment-là? À ce moment-là, j'étais chez moi avec ma fille, Liana, à qui je devais accompagner à l'école, mais malheureusement, on n'est jamais allé. On s'est trouvé, notre maison, il est tremblé. Là, j'habitais dans un immeuble à 5 étages. La maison, il a tremblé, il est écroulé, et nous, avec. Et heureusement, on est resté vivant. Moi, j'étais presque prête de partir parce que... Profondément blessée, très grièvement blessée. Trop. Consciemment toujours vivant, bien sûr. Je n'ai jamais perdu aucune seconde de présent. J'ai tout compris, j'ai tout senti. J'ai compris que c'était un tremblement de terre. Malgré, c'était le moment un petit peu l'histoire de Karabakh, mais j'ai senti que c'était pas l'histoire de Karabakh. Ah oui, vous voulez dire que vous avez pu penser pendant quelques secondes que c'était la guerre. C'était la guerre. Des bombardements. Mais non, c'était un vrai tremblement de terre que j'ai bien senti. Et ma fille, je peux vraiment dire que ma fille, il m'a pas laissé partir parce que quand j'étais fermé mes yeux pour partir, je dis au revoir ma fille. Et je dis, Liana, je pars, je dors. S'il te plaît, dès que tu entends les voix, tu appelles un secours. Et elle m'a dit, maman, mais comment tu vas dormir maintenant? Je dis, oui, je dors. Parce que je sentis, j'ai pris le petit tunnel qui s'appelle Tout le monde. Et je souhaite à personne voir, mais moi, j'ai vu ce tunnel. J'ai pris la route, mais le moment où je devais sortir de cette tunnel, ma fille, elle m'a commencé à pleurer. Quel âge avait votre fille à ce moment-là? 7 ans. Et sûrement c'était l'instinct maternel ou je sais pas. Elle m'a crié. Ben, j'ai revenu cette tunnel et puis j'ai ressenti toutes les douleurs que j'avais. Et heureusement, le moment même, il y avait les gens qui passaient, on entendait le voix. J'habitais à 3e étage. Et ben, ils ont entendu, je sais pas, ils ont entendu la voix de Liana. Et ils ont venu dans ce coup, ils ont commencé à creuser. Ils ont arrivé à sortir Liana. Merci mon Dieu, merci tous les gens qui ont aidé à ce moment-là. Et ben, Liana, il a sorti et moi, je restais presque 24 heures. Et après, quand je suis sortie, c'était un petit peu plus tard pour mon physique, pour le moral que j'ai toujours, courage que j'ai toujours et que je montre à tout le monde. Mais malheureusement, mon physique, il n'a pas suivi à mon courage. Oui, une partie de votre corps n'a pas survécu, comme on pourrait le dire en images, puisque vous avez perdu l'usage de vos jambes, vous avez perdu vos jambes, tout simplement. J'ai perdu mes pour dire jambes. Les choses simplement. Mais effectivement, vous avez survécu et vous êtes resté donc 24 heures. Alors, 24 heures, c'est-à-dire que vous nous avez raconté les premières minutes, mais ces premières minutes, telles que vous les avez vécues, elles ont duré des heures pour beaucoup d'entre vous, puisqu'il a fallu effectivement accéder aux victimes et il a fallu aussi que les secours arrivent pour vous aider. Exactement. Le secours, c'était plutôt le voisinage, les habitants, le village à côté qui sont venus vraiment. Il y avait tellement de gens que tu connaissais pas, chacun venait poser une question. Est-ce que j'ai eu quelqu'un à côté de moi? Est-ce que j'entends une autre voix? Parce qu'il avait 5 étages complets qui ont disparu. Et j'étais la première qui arrivait à avoir contact avec l'extérieur. Et tout le monde voulait savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Alors, en préparant cette émission, j'ai eu l'occasion de discuter avec des habitants de Yerevan qui, en apprenant la catastrophe, se sont précipités dans la zone sinistrée, comme on l'appelle, et qui ont été les premiers à aider avec ceux qui n'avaient pas été blessés ou ensevelis, les premiers à aider de façon dérisoire, soulever des pierres à main nue pour pouvoir dégager les victimes, parce que les secours un peu plus élaborés
sont arrivés après, et on pense notamment aux secouristes qui sont venus de l'étranger. Lorsque nous avions fait une émission il y a 5 ans pour le 20e anniversaire du séisme, nous avions reçu des pompiers, des maîtres chiens qui faisaient partie de ces premiers sauveteurs qui avaient pu permettre à des habitants de la zone ravagée par le tremblement de terre de survivre. Vous-même, vous avez été sauvé par qui ? Par les habitants de village plutôt, parce que notre peuple, il n'était pas prêt. Mais je ne sais pas que je ne souhaite à aucune ville ou pays, s'il arrive quelque chose, on n'est jamais prêt. Parce que ça, c'est quelque chose qui arrive tellement brusquement, rapidement, et les gens, même de Yerevan, quand ils ont commencé à venir, ils n'ont pas pu arriver le temps parce qu'il y avait les routes qui ont été bloquées avec les voitures, ouais. Avec les gens. Il y avait tellement de monde qui a voulu venir porter secours. La route de Vanadzor à Leninakan, où il avait au milieu hospital, qu'il était carrément, comment on peut dire, il avait été carrément ouvert. Ouais. C'était pas accessible, passer d'un côté à l'autre. Les gens, ma maman, il était à Vanadzor. Quand ils sont arrivés au milieu vers l'hôpital, ils ont mis carrément une planche pour que la voiture, il passe. Ça, c'est quelque chose que, autant qu'on écrit, autant de livres qu'on a lus, c'est impossible d'écrire exactement comment ça s'est passé. Parce qu'un écrivain, quand il n'a pas été sur place, il a entendu tout ce que nous on rencontrons, non, c'est pas ça. Ça c'est une autre chose. Je souhaite à personne vivre ce moment-là. Alors, on va revenir vers vous, Araxia Dadayan, dans le cours de cette émission, mais je me tourne maintenant vers justement ces premiers secours qui sont arrivés. Alors, vous faites partie de ces hommes et de ces femmes qui ont été les premiers sur place pour apporter votre expertise, votre savoir-faire de médecin. Alors, docteur Karkacharian, comment êtes-vous parti ? Dans quelles conditions votre voyage s'est-il effectué ? Alors, dès qu'il y a eu le tremblement de terre, quelques heures après, j'ai eu un coup de fil de l'ambassade soviétique. Ils m'ont contacté puisque je suis membre de la SICOT, la Société internationale de chirurgie orthopédique et de traumatologie. En tant qu'Arménien, ils m'ont contacté. Et puis, je suis également membre de la Société française de chirurgie. Et donc, j'ai eu rapidement le visa. Et je pense que j'ai été un des premiers chirurgiens à me rendre en Arménie via Moscou. C'est là-bas que nous avons changé d'aéroport, oui. Vous voyez. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas aller directement en Arménie. Mais à Moscou même, il y a eu une certaine attente, puisqu'il y avait beaucoup de trafic à ce moment-là. Et on m'a dit, si vous voulez aller avec un Antonov qui part tout de suite. Heureusement que je n'ai pas pris cet Antonov, parce que l'Antonov a explosé en plein vol. Parce que il était chargé de matériel, de pas mal d'instrumentation et tout ça. L'avion a explosé. Heureusement que je n'avais pas pris l'Antonov. Et je leur avais dit que je préfère prendre un vol régulier. Et ce qui m'a étonné, c'est que durant ce vol, j'étais assis à côté du représentant d'une déléguée de l'Organisation mondiale de la santé, qui venait justement de Copenhague. C'est là que j'ai su, elle m'a dit, je représente l'OMS sur le plan européen, parce que l'Arménie fait partie de l'Europe. Et moi, jusqu'à ce jour-là, je ne savais pas que que l'Arménie faisait partie de l'Europe sur le plan international. Au niveau politique. Alors, vous êtes donc seul, vous ne faites pas partie d'une délégation de Médecins sans frontières, Médecins du monde, vous êtes, en tant que chirurgien, orthopédiste, vous êtes envoyé ? J'ai été invité par l'ambassade soviétique. Donc vous arrivez en Arménie, ça se passe comment ? Donc en fait, je suis arrivé, on m'attendait en Arménie justement, et tout de suite il y avait le ministre de la Santé, monsieur Émile Kaprielian, qui avait envoyé un délégué. Donc j'ai été dirigé vers Spitak. Alors l'épicentre du séisme, il faut le rappeler pour nos auditeurs, c'est-à-dire la zone qui a été totalement détruite par le tremblement de terre. Oui, effectivement, Spitak était complètement
la ville était complètement détruite et nous nous sommes dirigés vers le stade de football. Le stade de football présentait vraiment un aspect, apocalyptique. Un aspect apocalyptique parce que les gradins de ce stade étaient occupés par les cercueils. Il y avait des milliers de cercueils et donc tout autour, il n'y avait que Mais ça veut dire que vous êtes arrivé à quel jour alors? Le 9? Je suis arrivé je suis arrivé le 9. Donc déjà, les cercueils avaient été préparés. C'était un peu tard, si vous voulez, par rapport aux premiers soins. Oui, mais techniquement, ça n'a pas pu se faire autrement. De toute façon, il y avait déjà un délai. Il fallait passer par Moscou. Il n'était pas possible d'atterrir directement en Arménie. Donc, c'était aussi l'obligation des normes internationales, étant donné qu'on est encore à ce moment-là à l'époque soviétique. Oui, il y avait l'époque soviétique. Alors, au niveau du stade de football, il y avait des tentes. Et tous les pays qui avaient participé justement au sauvetage, justement, avaient dressé des tentes pour donner des premiers soins. Et en particulier, il y avait la tente humanitaire italienne, qui était assez importante. Et d'ailleurs, il faut dire que les Italiens se sont particulièrement investis, puisque plus tard, quelques mois après, ils ont construit un hôpital. Il y a un hôpital à Spidak, que j'ai visité d'ailleurs ultérieurement. Ouais. Et un village entier aussi, un village entier qui a été reconstruit par l'Italie aussi, dans la région de Spidak. Il faut dire que j'ai été par la suite au moins une dizaine de fois en Arménie, et notamment en collaboration avec les hôpitaux universitaires de Paris. D'accord, mais si vous voulez bien, Dr Karkasharian, revenons sur les premiers moments que vous passez, vous arrivez. Donc vous nous décrivez ce stade, cette image de désolation. Vous voyez tous ces cercueils alignés donc dans le stade. Il y avait des milliers de cercueils. Mais comment on se sent qui occupaient les gradins. C'était quelque chose d'apocalyptique. Mais quel rôle vous avez pu jouer justement en arrivant? Mon rôle a été, si vous voulez, de distribuer des médicaments que j'avais amenés. Mais je ne suis pas resté très longtemps. On m'a tout de suite dirigé vers Yerevan, à l'hôpital Yereponi. Pour pouvoir opérer. Où j'ai collaboré avec le professeur Toumian, qui était le responsable justement de la chirurgie orthopédique et de trauma. Peut-être vous connaissez le professeur Toumian. J'ai collaboré avec lui, mais sur le plan des consultations. Je n'ai pas opéré sur place, vous voyez, je n'ai pas opéré. Parce que tout de suite, il y a eu une pléthore de chirurgiens qui sont venus de partout, et même de Sibérie. Le professeur Elizarov est venu en amenant son matériel de fixateur externe pour les fractures ouvertes de jambes, vous voyez. Alors, est-ce que c'était des interventions, du matériel qui était nécessaire à ce moment-là? Oui, il y avait suffisamment de logistique, j'ai envie de dire, derrière pour s'occuper des blessés, pour les trier, pour les acheminer à Yerevan. Est-ce que les moyens mis en œuvre par ces spécialistes correspondaient aux besoins? Les moyens étaient suffisants. Et même j'ai vu arriver une équipe de Turquie. Vous voyez, une équipe de Turquie. Même la Turquie s'était mobilisée en envoyant une dizaine d'ambulances bien équipées. J'étais là, j'étais étonné de voir une équipe de sauveteurs originaires de Turquie qui était venue. Tous les pays se sont mobilisés. Alors, Pierre-Yves Le Priol, dans vos déplacements, vous vous êtes également rendu à Spidak. Vous pouvez poursuivre sur ce témoignage du docteur Karkasharian. Ça fait donc 25 ans, mais ce sont bien sûr des images très fortes, très émouvantes qui me restent. Moi, je dirais l'image qui me vient spontanément quand je pense à ce qui s'est passé là-bas il y a 25 ans, c'est une atmosphère bien sûr de tristesse, un grand froid saisissant. Donc on est en début d'hiver, un ciel bas, et puis bien sûr des amoncellements de gravats, etc. et des tentes autour, les gens vivant sous les tentes, des lampes à pétrole, vous voyez, donc c'est vraiment un sentiment d'accablement, des sanglots, de ci, de là, et puis du point de vue médical, moi je ne suis pas médecin, mais on nous parlait beaucoup de ce qu'il fallait des secours en matière de dialyse. On nous parlait du syndrome d'écrasement. On va en parler peut-être. Voilà, donc il y a des spécialistes pour en parler, mais donc il y avait un peu de panique parce que il semblait que les secours qui arrivaient d'Occident n'étaient pas forcément toujours équipés sur ce point précis.
Donc j'étais avec la caravane médiatique, enfin tout l'ensemble de la presse internationale qui arrivait, et donc on avait tous bien sûr l'impression de cette chape qui pesait très lourd, à la fois à cause du tremblement de terre, à cause de la saison, et aussi à cause de la tristesse propre à l'Union soviétique. C'était encore avant la chute du mur, donc il y avait vraiment un accablement très fort qu'on portait nous-mêmes sur nos épaules. Alors, docteur Terminacian, ce que vient de dire Pierre-Yves Le Priel, ça permet de repartir sur l'aspect médical. Alors, vous-même, tout d'abord, dites-nous dans quelles conditions vous êtes parti. Quand on est médecin, on se dit ma place est là-bas. Quand on est médecin arménien, est-ce que la place est doublement là-bas? Comment ça se passe quand on entend parler d'une telle tragédie? Oui, donc je me suis rendu parmi les tout premiers, enfin par un concours, j'allais dire, de circonstances, dans la mesure où je suis anesthésiste réanimateur de formation, et je travaillais à l'époque dans le service du professeur Huguenard, qui est le fondateur des SAMU en France, et qui avait des relations privilégiées avec la médecine militaire et également la cellule d'urgence du gouvernement. Et donc nous avons été mis en alerte par la sécurité civile et la cellule d'urgence dès le mercredi en fin d'après-midi, ce qui montre que des contacts et des décisions politiques ont dû être prises au plus haut niveau entre l'Élysée et le gouvernement soviétique à l'époque, et on a eu la confirmation du départ le jeudi matin, et si je me souviens bien, le temps que la logistique se mette en place, nous sommes partis avec la sécurité civile vers 21h ou 22h de Villacoublay avec 2 Hercule C-130 qui acheminaient du matériel. Donc, c'est votre première mission à ce moment-là dans une situation de catastrophe? C'était ma première mission en situation de catastrophe. On avait subi, on avait subi un enseignement de médecine de catastrophe au cours de notre cursus. Mais on imagine qu'on n'est pas préparé à ça. Et surtout, je reviens au témoignage précédent. Il faut bien comprendre que en situation de réelle catastrophe, comme cela a été le cas dans tout le nord de l'Arménie, il faut réaliser que toutes les infrastructures sont détruites, qu'il n'y a plus de routes, plus d'hôpitaux, plus d'autorités. Les gens qui travaillent dans les hôpitaux ou qui seraient susceptibles de pouvoir apporter une aide pour utiliser des gros moyens tels que des grues capables de soulever 50 ou 100 tonnes ont eux-mêmes vu leur famille mourir autour d'eux. C'est-à-dire le traumatisme est absolument généralisé. Il n'y a plus de route, il n'y a plus de train. L'aéroport ne fonctionne plus. Donc réellement, pendant les toutes premières heures, c'est réellement la solidarité entre les habitants qui permet de sauver le plus grand nombre. Passé les 24 premières heures, malheureusement, malgré tout le déploiement logistique à la phase encore aiguë du séisme, malheureusement, je pense qu'il y a quelques évaluations, mais on n'a pas pu sortir des décombres plus probablement d'une centaine de personnes. Plus. Donc ça veut dire que tous les moyens qui ont pu être mis en œuvre dans les 48 heures qui ont suivi, puisque les secours sont arrivés le 9 décembre sur place. Alors nous sommes arrivés le 9 décembre vers 2h du matin, et nous sommes mis immédiatement au travail. Et pour ma part, comme j'étais le seul arménophone du groupe, j'ai été très rapidement versé dans les équipes de reconnaissance, à la fois les équipes d'écoute et les équipes cynophiles. Alors, vous laissez entendre que les secours qui ont pu être portés par les équipes étrangères n'ont été qu'une goutte d'eau. Mais malgré tout, cette goutte d'eau, elle a été porteuse d'espoir aussi pour tous ceux qui ont attendu qu'on puisse peut-être sauver l'un des leurs qu'ils savaient là à portée de main. Donc pour ces quelques vies, même si c'est quelques centaines de vies sauvées, la présence de ces secouristes venus de l'étranger a été d'un réconfort et porteur d'espoir, comme on l'imagine à Araxia, vous qui avez vécu cette situation. Et vous avez sans doute dans votre entourage des personnes qui ont pu être sauvées grâce à la présence de ces équipes venues de l'étranger. C'était indispensable de se sentir soutenu, en tout cas par le monde entier. Ah oui, absolument, absolument, parce que comme
on a dit, c'est vrai, la première démarche, c'était instinctivement. Les gens, ils suivaient c'est vrai qu'il avait beaucoup de dérangements aussi, parce que c'était incontrôlable. Tout le monde voulait aider et personne ne pouvait pas aider. Parce que quand on a dit, il manquait beaucoup de dialyse, l'histoire de dialyse. Oui, c'est ça qu'on devait voir. Moi-même, voyez, mon amputation, c'était à cause de ça plutôt. Alors, je pouvais bien sauver, mais comme il manquait de matériel technique. Faire une parenthèse médicale, là, justement, sur cette question de la dialyse. Pourquoi c'était nécessaire? Qu'est-ce qui se passe lorsque une personne reste ensevelie plusieurs heures sous les décombres? Docteur Terminacian. Eh bien, il y a une compression des membres et des artères qui viennent irriguer ce membre. Et lors de la levée de la compression, toutes les toxines accumulées, notamment par les muscles qui ont souffert, sont redéversées dans la circulation générale et cela contribue à la destruction des reins. Donc, on sait très bien que dans ce type de catastrophe, eh bien, il est nécessaire de pouvoir acheminer du matériel de dialyse et que de plus, bon nombre de ces personnes vont être dialysées de façon durable, parfois même à vie. Alors dans ces cas-là, est-ce que on peut intervenir? Comment on intervient pour empêcher la perte des membres? Est-ce qu'il n'y a que la dialyse? Est-ce qu'il y a autre chose à faire, docteur Karkasharian? Bien sûr, sur le plan chirurgical, il y a des procédés que l'on fait, et notamment ce qu'on appelle une libération aponeurotique, de manière en incisant à la fois la peau et l'aponevrose, de manière à dégager complètement et favoriser la circulation. Mais ça, c'est des gestes chirurgicaux ce sont des gestes chirurgicaux extrêmement importants. Oui, mais pas faciles à réaliser dans des conditions... Ça se fait dans les hôpitaux. Oui. D'ailleurs, j'avais une expérience antérieure au Liban aussi, quand il y a eu la guerre civile du Liban, où j'étais intervenu à 2 reprises également, parce que au Liban, il y a eu 2 guerres civiles, et ça faisait partie aussi un peu, la chirurgie de guerre aussi est assez voisine de cette chirurgie, de cette chirurgie d'urgence, si vous voulez, et cette section aponeurotique et cutanée en libérant permet parfois de sauver des membres. Et j'en ai quelques expériences dans ce domaine. Et vous avez pu, sur place en Arménie, pratiquer ces gestes-là? En Arménie, justement, j'ai préconisé au professeur Tougnan un cas où il fallait absolument faire au niveau du membre. Il était contre lui, il s'est opposé, il a dit « je préfère amputer ce membre ». Donc il y a eu une personne qui a été amputée de son membre supérieur, alors que moi j'avais proposé... Votre savoir-faire n'a pas... Enfin, parfois il y a des désaccords, mais parce que c'était lui quand même qui dirigeait, qui était en tant que responsable et professeur de chirurgie orthopédique. Alors, Pierre-Yves Le Priol, je disais à l'instant que vous avez pu aller vous rendre sur place dans plusieurs endroits. Vous êtes allé à Spidag, à Gyumri. Et avant de revenir sur votre témoignage, nous allons nous rendre justement tout de suite à Linagan, à Gyumri, où nous allons retrouver, comme je vous l'annonçais tout à l'heure, Martin Pachayan. Beaucoup de nos auditeurs connaissent Martin Pachayan. Il est le directeur de l'école française de Gyumri, où de très nombreux enfants ont péri. Une école près de laquelle, pendant des heures, pendant des jours même, des parents, des enfants ont attendu de savoir si leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs avaient survécu ou pas. Et nous sommes infiniment reconnaissants à Martin Pachayan de bien vouloir participer à notre émission. Martin Pachayan, bonjour. Paretses, Pariegak. Alors, on imagine, Martin Pachayan, que l'émotion est très forte pour vous aujourd'hui, ce 7 décembre, car vous avez déjà commencé les commémorations sur place et vous vous êtes notamment rendu ce matin dans votre école, qui est aujourd'hui reconstruite. Alors, Martin Pachayan, dites-nous déjà dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui lorsque vous revivez les heures les plus sombres de votre vie. Alors, 25 ans après, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est difficile de parler aujourd'hui, mais
quand même, je vais essayer. Merci. On imagine à quel point, pour vous, il est très difficile aujourd'hui, tous les jours bien sûr, mais aujourd'hui encore plus. Dans notre tristesse d'aujourd'hui, il y a aussi la joie, parce que la ville est construite, pas entièrement, mais la vie est changée, on avance, il y a un progrès. Bien sûr, il faut attendre encore des années parce que ce qu'on veut avoir, c'est loin d'être résolu dans quelques mois. Et puis, j'ai toujours des relations avec la France. Et, à côté de moi, j'ai Pierre-Marie Saran. Oui. Tout court, on l'appelait Maï. Il est venu à Gyumri, en Arménie, pour participer avec nous à la commémoration de cette tragédie, et avec un programme antisismique. Voilà, vous voyez, on avance. Alors effectivement, Martin Pachayan, quand même rappeler que vous avez vous-même perdu votre famille dans ce séisme, et vous êtes... Oui, bien sûr. Vous avez... On revient directement du cimetière. On était à l'école, on a posé des fleurs. Votre famille et tous les enfants de l'école qui étaient comme vos enfants, pouvez-vous nous rappeler combien d'enfants et de professeurs sont décédés dans l'école française de Gyumri? 299 enfants et 22 professeurs. Voilà. Alors, Martin Pachayan, vous nous disiez donc Pierre-Marie Saran est à vos côtés et il a bien voulu lui aussi se joindre à nous ce matin. Est-ce que vous pouvez nous passer Pierre-Marie Saran et nous vous reparlerons ensuite? Oui, tout à fait. Merci Martin. Je fais avec un grand plaisir. Alors, à tout de suite. On vous reprend tout de suite. Donc Pierre-Marie Saran. Oui, allô ? Oui, bonjour Pierre-Marie Saran. Merci de vous joindre aussi à cette émission en direct sur AIPFM à Paris. Alors vous êtes, sur place, à Léninagan. Je dis Léninagan car quand vous avez découvert cette ville, elle s'appelait Léninagan. Vous étiez responsable de la mission Médecins sans frontières des premiers jours en 1988. Alors, vous avez depuis... vous êtes intervenu dans une 50aine de pays pour d'autres catastrophes naturelles, des conflits armés également. Vous êtes devenu en quelque sorte un expert de la gestion de crise. L'Arménie était l'une de vos premières missions. Qu'est-ce que ça a représenté pour vous il y a 25 ans ? Il y a 25 ans, ce tremblement de terre a d'abord été la première grosse opération de Médecins sans frontières. C'est là qu'on a engagé le plus de moyens, et cela s'est fait spontanément avec la communauté arménienne de France, puisque je suis parti avec comme interprète Aram Gazarian, qui est quand même un grand spécialiste de la chirurgie, alors que moi j'étais le coordinateur Médecins sans frontières, je ne suis pas médecin. Vous voyez, c'était un petit peu le monde à l'envers. Et c'est grâce à cette mobilisation qu'on a pu agir, réagir. On avait à l'époque le téléphone portable n'existait pas, on n'avait même pas de moyens de radio entre Paris et l'Arménie au début. On n'a pu le faire que par la suite. Et puis j'ai rencontré Martin Pachayan par hasard, puisqu'il allait se faire soigner dans un dispensaire MSF au bout de la première semaine. Et au moment où Aram rentrait en France parce qu'il fallait qu'il pouvait pas se libérer plus longtemps. Et avec Martin, ça a été tout s'est organisé. C'est lui qui nous a aidé à vraiment nous organiser de manière très très forte, puisqu'on est monté à plus de 120 personnes sur le terrain. Je ne vous dirai plus les quantités d'aide ni les endroits précis, mais on faisait un petit peu de tout, on répondait à tous les besoins que l'on rencontrait dans la mesure de nos moyens. Et on était aidé par une légion de jeunes étudiants arméniens qui venaient de Yerevan et qui acceptaient de dormir dans les mêmes conditions que nous
dans un jardin d'enfants qu'on avait trouvé. Et voilà, et tout ce monde s'est organisé. C'était un vrai chaos. Hein. Il faut se rappeler à Lemminakan, il n'y avait pas de coordination. Tout était très très désorganisé. Et c'était peut-être une chance pour nous, c'est qu'il a fallu improviser, trouver des solutions. Et voilà, on a essayé de faire face à toute l'aide de générosité qui a pu nous être apportée. Et puis aux besoins qu'il y avait sur place, avec une excellente collaboration de la population. Enfin bon, c'était extrêmement émouvant. C'était très très détruit. Et puis c'était la première fois que Médecins sans frontières intervenait, j'allais dire officiellement, en ex-Union soviétique. Tout à fait. Alors qu'on était plutôt du côté des guérillas à l'époque. Alors, Pierre-Marie Saran, Martin Pachayan disait que vous êtes revenu 25 ans après à Goumri pour être présent à ses côtés, notamment pour ces commémorations. Mais vous êtes également venu avec un projet, un programme que vous avez élaboré à partir de votre expérience en Arménie. Présentez-nous en quelques mots ce programme. Eh bien... arrivé à 60 ans, en fait, je fais un peu une synthèse de ma vie, puisque j'ai commencé à aller chercher les gens sous les décombres dans les tremblements de terre, avant de devenir un Médecins sans frontières, puis pendant 14 ans avec Médecins sans frontières, puis après consultant international, et je suis allé sur différents théâtres d'opération et sur les tremblements de terre en particulier. Et à chaque fois, il y avait une question qui revenait, les gens disaient, on savait qu'il y aurait un tremblement de terre, mais on ne s'est pas préparé. Et ça, c'est quelque chose qui me travaillait depuis très longtemps, c'est de me dire, mais pourquoi les gens ne se préparent pas puisqu'ils savent? Et après avoir quitté l'humanitaire, d'être devenu consultant international, j'ai travaillé beaucoup sur la perception du risque, et je me suis rendu compte, en fait, c'est que les informations qui étaient données aux gens n'étaient pas bonnes, n'étaient pas suffisantes, n'étaient pas compréhensibles, n'étaient pas pratiques pour qu'ils puissent vraiment se préparer. Et donc j'ai essayé de réfléchir à qu'est-ce que pouvaient apporter les nouvelles technologies pour aider les gens de manière peut-être un peu plus ludique, un peu plus organisée, faire des exercices chronométrés, etc. Et donc j'ai lancé une idée, et puis j'ai eu un prix le Galileo Master 2011 pour la région de Nice Sophia Antipolis, et on m'a incité donc à venir à Sophia Antipolis pour créer une société qui développe ce projet. Alors, c'est une approche globale du tremblement de terre, c'est-à-dire que, d'une part, notre projet concerne toutes les situations sismiques dans le monde, et d'autre part, c'est un projet, excusez-moi, on se parle en même temps. Plus particulièrement les écoles. Et c'est un projet donc qui est global aussi, dans le sens que on va traiter de la transmission de l'alerte du tremblement de terre, de la gestion de crise, mais aussi et surtout aider les gens à se préparer. Et donc on fait intervenir beaucoup de disciplines en fait scientifiques. On a dans notre équipe géophysiciens, on a des spécialistes des télécommunications, des nouvelles technologies, de la géographie humaine, etc., de l'éducation au risque. Et donc tous ensemble, on essaye de faire un travail pluridisciplinaire. Et bien entendu, on me posait toujours la question, on me disait mais tu t'intéresses pas aux écoles, et je disais mais c'est très compliqué, c'est déjà difficile de le faire avec des adultes, mais avec des enfants, avec différents âges, tant que j'aurais pas trouvé quelqu'un qui connaît bien ces gens-là, je pourrais pas le faire. Et puis il y avait eu je voyais arriver cette date de la commémoration du tremblement de terre d'Arménie, je me suis dit Martin, c'est la personne qu'il me faut. Et voilà, et je me suis dit, voilà, ça me donne 2 raisons de venir. Et puis c'était presque un petit peu tôt dans notre programme, parce qu'on n'est pas complètement prêt, mais je me suis dit, voilà, c'est le moment, il faut y aller. Et puis du coup, ça nous a boosté, et voilà, on commence à faire des essais ici, et avec Martin,
on va repartir sur un nouveau programme. Alors, voilà, 25 ans après. Alors 25 ans après, votre témoignage et les explications que vous venez de nous apporter sont porteuses d'espoir. Là, on avait Martin Pachayan en ligne à l'instant qui dit 25 ans après, on avance, on est toujours là. Il y a une forme de renaissance dans ce projet aussi que vous nous présentez aujourd'hui et qui va accompagner sans doute les habitants de Gyumri, les parents, tous ceux qui ont perdu des enfants dans cette école française, qui va leur permettre d'aller de l'avant peut-être. Écoutez, c'est sans doute assez tard, 25 ans après, mais quand je vois avec Martin le courage qu'il a eu jusque-là et la passion qu'il a toujours pour faire avancer les choses, je me dis ça doit le faire, quoi. Et puis on a rencontré des gens là à l'occasion de la commémoration, au cimetière, ailleurs, etc. Martin il parle, on voit les gens qui ont les yeux qui s'éclairent et qui disent c'est bien, quoi. Il y a quelque chose qui se fait. Je crois, oui, que c'est porteur d'espoir. Enfin, en tout cas, je l'espère. Et puis on en a bien besoin, je crois, à Gyumri. En tout cas, avoir pu rendre cette catastrophe naturelle qui a ravagé le nord de l'Arménie, lui donner un aspect positif dans le sens où ça vous a permis de trouver un système qui sauvera d'autres vies par la suite. Eh bien, on l'espère, on y travaille, on a de gros espoirs de réussir puisque on a déjà des bons retours. Bon, on va travailler dur, hein. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça en un tour de main et qui est fini tout de suite, mais oui, bien sûr. Et puis avec Martin, il a la connaissance des enfants, il a la connaissance de la pédagogie, il a l'expérience dramatique du tremblement de terre. Il a un côté et puis il est complémentaire de nous et ça va me permettre d'avoir des liens encore plus fréquents et forts avec Martin et ça c'est génial parce que c'est un type formidable vraiment et ça va en plus permettre à d'autres dans le monde, hein, il n'y aura pas que Gyumri qui va être concerné. Lundi Merci. on va voir les autorités à Yerevan puisqu'on est attendu. Il y a un véritable intérêt. Merci Pierre-Marie Saran. Est-ce que vous pouvez nous repasser Martin Pachayan pour qu'on lui dise au revoir? Et je vous le passe. Merci à vous. Et à bientôt pour présenter plus en détail votre programme, Pierre-Marie Saran. Alors Martin Pachayan, que nous avec plaisir, je vous le passe. Merci. Au revoir. Martin Pachayan, vous êtes de nouveau avec nous? Allô, oui. Allô Martin. Donc nous avons entendu Pierre-Marie Saran nous dire donc que ce projet là qu'il avait élaboré, il a pu le peaufiner en ce qui concerne les écoles grâce à vous. Pour vous, ça représente quoi ce programme pour aider? Ce programme, c'est un programme de sauvetage par les téléphones smartphones Android. Qui permet à des personnes pendant le tremblement de terre de pouvoir intervenir, de trouver beaucoup d'organisations, supposons urgence. Donc une coordination, on va dire, qui permet d'aller au plus vite et de sauver des vies. Alors Martin Pachayan, donc un grand merci encore. On va vous laisser parce que les commémorations se poursuivent à Gyumri. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin sur RFM. De ma part et de la part de tous les Gyumretis, je veux remercier le peuple français, bien sûr, mon peuple aussi qui soit en France, pour être toujours à côté de Gyumri, à côté de mon école, à côté des élèves, à côté des parents. Je remercie tous. Voilà, merci pour votre appel. Merci Martin Pachayan et bonne continuation et bravo pour ce que vous avez fait depuis 25 ans car l'école s'est reconstruite grâce à vous et aujourd'hui elle est là, debout, toute belle, une école magnifique, sans oublier bien sûr ce qui s'est passé avant. Donc encore bravo pour votre courage. Au revoir. Ouais, au revoir, merci beaucoup.
Alors Martin Pachayan, certains d'entre vous l'ont rencontré, l'ont connu, ont eu l'occasion d'échanger avec lui. C'est une personnalité qui force l'admiration parce qu'il a non seulement, je le disais, perdu sa famille, mais tous les enfants de cette école qui étaient comme ses enfants, près de 300 victimes, il l'a dit tout à l'heure. Ce sont des témoignages particulièrement difficiles. Est-ce que l'une d'entre vous souhaite prolonger cet échange que nous avons eu avec Martin Pachayan et Pierre-Marie Saran à la termination? Moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai découvert en Martin Pachayan, je ne sais pas s'il se souvient de moi, mais un grand défenseur de la francophonie en Arménie. Par ce qu'il a exprimé et sa volonté de continuer à défendre la francophonie en Arménie et d'enseigner le français aux jeunes Arméniens, notamment sur ces régions dévastées qui, bien qu'il y ait eu un petit peu de reconstruction, sont quand même restées dans un état lamentable. Il reste effectivement encore beaucoup à faire. Oui. J'aurais aimé également dire autre chose par rapport au témoignage que l'on vient d'entendre. C'est que bien sûr, on peut parler de catastrophe naturelle, mais que cette catastrophe est avant tout une catastrophe humaine et que c'est la qualité des constructions dans le nord de l'Arménie qui est responsable du nombre considérable de morts et que des séismes de bien plus grande amplitude dans d'autres pays ont fait infiniment moins de morts. Et quand on parle... il est sans doute très bien de développer des technologies modernes pour faciliter la recherche des gens ensevelis, mais la prévention, elle se passe en amont au niveau politique et dans la sensibilisation des responsables de la construction. Oui. J'avais eu l'occasion moi-même d'aller sur d'autres tremblements de terre à Mexico et à El Aslam en Algérie quelques années auparavant. Et effectivement, une chose qui m'a frappé très rapidement, comme ça, une image furtive, c'était que les dalles de béton très souvent étaient disloquées en Arménie. Plus, me semble-t-il, que par exemple à Mexico, très souvent disloqué, on nous expliquait qu'il n'y avait pas de densité de béton suffisante et que donc il y avait eu des phénomènes d'ensevelissement dus à cette absence, à ce manque de béton dans les types de construction. Alors, nous allons prendre en ligne Lévon Minassian. Bonjour Lévon Minassian. Oui, bonjour Asmik. Nous avons quelques minutes passées avec vous parce que vous prenez le train pour la Suisse où vous allez présenter vos films que vous avez réalisés justement sur place à Gyumri, car vous êtes un habitant de Leninagan, vous étiez sur place au moment du tremblement de terre et vous avez filmé dans les minutes qui ont suivi. Oui. Vous êtes retourné 10 ans après pour de nouveau filmer. De ces tournages sont sortis deux films, Lux Eterna, Lumière éternelle, et Terra Emota, la terre meurtrie, la terre émue. Émue, tremblée. Oui, tremblée. Alors, Lévon Minassian, là c'est en tant que natif de Gyumri que nous souhaitons vous entendre ce matin. Ces premières minutes, ces heures, ces premiers jours, où étiez-vous? Comment les avez-vous vécus, Lévon Minassian? En fait, j'étais jeune et puis j'avais une caméra et je devais aller à la répétition dans un théâtre qui s'appelait Araspel, qui était dans une église qui s'est effondré d'ailleurs. Il a eu des morts et donc je suis pas allé parce que j'étais en retard. Et quand il a eu ce tremblement de terre, je suis couru à la maison pour voir si sa mère était toujours vivante, si notre maison était toujours debout. Et voilà. Et puis après, je suis allé pour sauver une fille russe qui était dans les ruines avec un garçon que j'ai perdu de vue. Et juste après ça, j'ai eu l'idée de sortir la caméra. Et c'était déjà vers la soirée et je commençais à filmer, mais j'ai filmé très peu le premier jour parce que il y avait des choses que je pouvais pas tout simplement filmer parce que c'était trop dur. C'était trop dur et vous nous expliquiez lors d'une émission précédente, Arrêt Regard, que vous aviez malgré tout pu filmer parce que la caméra faisait en quelque sorte écran entre les scènes que vous aviez sous les yeux et vous-même. C'est ce qui vous a permis malgré tout de filmer. Oui, en fait, je me cachais un peu derrière la caméra et je regardais avec un regard d'autre que le mien. Dès que j'ai descendu la caméra et j'ai regardé avec mes propres yeux, c'était insupportable. Le catastrophe me frappait beaucoup plus fortement que par le viseur de la caméra. Alors vous avez dépassé, j'ai envie de dire, transcendé la douleur
avec la caméra, avec votre art. Vous êtes réalisateur, cinéaste, et vous avez donc réalisé ces 2 films avec Serge Avedikian. Vous avez en quelque sorte pu transformer votre douleur à travers ces films? Oui, nous, les artistes, on a une chance inouïe de pouvoir évacuer les douleurs par une manière de l'art, par exemple. Et donc j'ai fait 3 films pour pouvoir évacuer ces douleurs de mon cœur, de mon âme. Les 2 films qu'on réalisés avec Serge Avedikian me paraissaient insuffisants, même si je me sentais toujours très éloigné de tout ce qui s'était passé il y a des années. Mais quand même, je suis retourné il y a 2 ans à Gyumri pour faire le 3e volet de ce triptyque, pour finalement clôturer la page de tremblement de terre dans ma propre histoire. Oui, mais de façon plus humoristique, tout en restant dans l'esprit de Gyumri, d'Elina Ganci. Oui, en fait, comme j'ai dit la dernière fois, je ne serais pas un Gyumretsi si j'avais pas fait un truc drôle. Donc c'est vrai que le dernier volet est beaucoup plus drôle. Le piano. Le piano. Et c'est une comédie, c'est une fiction, mais quand même on sent les séquelles, les stigmates qui sont restés dans les cœurs des gens. Ouais. Alors, on va vous laisser partir car vous avez un train à prendre, les Vonominations, mais je rappelle à nos auditeurs que vos 2 films seront projetés demain à la salle Gaveau à 17h dans le cadre de cette soirée de commémoration organisée par Mourad Amirkhanian qui devrait nous rejoindre au cours de cette émission. Donc, une soirée artistique pour dire merci la France, l'Arménie se souvient, c'est le titre de cette soirée. Durant laquelle, merci la France, merci la France. Durant laquelle on pourra voir vos films. Merci les Vonominations et à demain à la salle Gaveau pour ceux qui pourront s'y rendre. Alors, merci à vous. Nous allons poursuivre. Tout d'abord, je vais rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent se joindre à nous en appelant le 01 43 53 20 74 dès maintenant pour apporter leur témoignage, quel qu'il soit, qu'ils aient été eux-mêmes des habitants de ces villes et villages touchés par le tremblement de terre, qu'ils aient été porteurs de secours, journalistes, témoins, quelles que soient les raisons de leur présence sur place, qui n'hésitent pas à appeler dès maintenant le 01 43 53 20 74. Alors, je voudrais revenir sur cet aspect de la construction. Vous le disiez à l'instant, je suis allée sur d'autres théâtres, d'autres séismes qui ont frappé d'autres pays, et ce n'était pas dans le même état. Docteur Karkasharian, quand on préparait cette émission, vous me disiez, est-ce que vous savez qu'il y a déjà eu un tremblement de terre très important à Gyumri en 1900, dans les années 20? En 1926, je crois, il y a eu un tremblement de terre extrêmement important, mais qui était localisé à Gyumri. Par contre, le tremblement de terre de 1988 a été beaucoup plus étendu. Bien sûr, mais celui-là, en 1900, dans les années 20, donc à Gyumri, ce tremblement de terre, il avait entraîné une destruction importante des vieux bâtiments. Est-ce que ces vieux bâtiments avaient été détruits, justement, ceux construits à l'époque tsariste? Justement, tous ces bâtiments avaient été complètement rasés à l'époque, sauf la cathédrale qui avait résisté, la cathédrale séculaire, vous voyez, d'Arménie, a résisté. Bien souvent, les églises résistent, oui, effectivement. Et justement, on s'est posé la question de savoir comment ça se fait que les constructions anciennes étaient davantage résistantes que, par exemple, l'église de Leninagan, la nouvelle église a été complètement détruite et en face, la vieille église séculaire a résisté. Donc on s'est posé la question de savoir, et moi quand j'ai été à Gyumri, j'étais étonné de voir ça. Alors, les églises, elles sont construites, je suis pas architecte, je n'y connais rien, mais a priori, les églises, elles sont construites avec des pierres qu'on met les unes sur les autres. Et là, vous parlez de blocs de béton qui se sont cassés en deux, donc c'est des constructions totalement différentes. Qui s'effritaient, en fait, très souvent. Justement, ils tombaient pas forcément. Enfin, moi, j'avais des souvenirs un peu contrastés. Effectivement, j'avais le souvenir, faut pas généraliser, mais de plaques de béton qui s'effritent un peu. Et donc ça, effectivement, même sans être spécialiste, on se dit, voilà, il manque donc une densité de béton. Il manque quelque chose. Au moment de la fabrication. Oui, absolument. Par contre, ce qui m'avait frappé à Spidak, il y avait des tas de maisons qui n'étaient pas complètement, qui ne s'étaient pas écroulées, mais qui avaient subi une inclinaison de 45 à 50 degrés, mais qui tenaient quand même. Oui.
Il tenait quand même. Et moi, j'aurais bien voulu aussi, si vous permettez, peut-être dire un tout petit mot sur. On parle beaucoup des villes ici, mais moi, j'ai eu l'occasion aussi, lorsque j'étais sur place, d'aller dans les villages un peu isolés, parce que les secours arrivaient à Leniakan, à Goumri, etc., à Spitak, voilà, tout ça. Mais quand on se projetait un peu dans des petits villages, comme je l'ai fait, on voyait que là, les grands secours, la grande caravane des secours internationaux n'était pas toujours présente. Et moi, j'ai vu un maire d'une petite ville qui s'appelait Napoléon, je me souviens, c'était un francophone, il m'a accueilli avec un grand bonjour camarade, mais il était en pleurs parce qu'il me disait les secours ne sont pas arrivés suffisamment tôt chez nous et on aurait certainement pu sauver des vies. Donc je voulais aussi attirer l'attention, ça n'est pas que les grandes villes dont on vient de parler à l'instant, c'est aussi tout le nord du pays avec des petits villages qui ont été touchés et parfois très mal ou pas du tout secourus. Alors, Adam Termination, vous avez soulevé cette question de la construction. Il faut effectivement, avant de réparer, il faudrait essayer de tout mettre en œuvre pour que ça ne s'écroule pas. Est-ce que vous avez, sur place, discuté de cet aspect avec les habitants ? J'imagine. Oui, enfin, malheureusement, je me souviens de conversations avec des gens en larmes qui venaient de perdre leur famille, qui se confiaient à moi, puisque j'étais le seul arménophone dans les premières heures, en disant on a tout fait, on a tout fait pour avoir cet appartement, on savait que c'était mal construit et nous le payons maintenant et nous sommes responsables. J'ai entendu des gens me dire nous sommes responsables. Oui, parce qu'ils avaient participé au système. Ils avaient participé au système. Et le système, avec effectivement le détournement du ciment, mais aussi la malfaçon généralisée. Je me souviens d'une énorme usine de compresseurs à Goumri qui était construite comme un château de cartes avec des piliers absolument colossaux. J'ai travaillé dans cette usine. Où les dalles de béton étaient uniquement posées sur des espèces de talons de béton, mais sans aucun ceinturage. Tous les ouvriers sont morts écrasés en dessous. Et on pourrait multiplier les exemples à l'infini. À l'infini, malheureusement. Alors, nous sommes rejoints dans ce studio par Mourad Amirkhanian. Bonjour Mourad Amirkhanian. Bonjour. Alors, on a eu l'occasion de vous présenter tout au long de cette émission et d'annoncer votre venue. Je vais vous poser la même question que j'ai posée tout à l'heure à Araxia Dadayan et à Levon Minassian, qui sont comme vous, des habitants de Goumri, de Leninagan, puisque pour les habitants de Goumri, votre ville s'appellera toujours Leninagan. Oui. Vous nous l'aviez déjà dit lors d'une précédente émission. Alors vous-même, vous aviez 12 ans en 1988, donc vous êtes exact. Le plus jeune de nos témoins. Pour un enfant de 12 ans, se remémorer ses souvenirs aujourd'hui, on imagine que c'est très douloureux. Alors souvenir n'est pas du tout le mot, comme le disait tout à l'heure Araxia. Souvenir, ça donne une idée de lointain, d'enfoui un petit peu. Non, pour vous, c'est aussi vif qu'au premier jour. On imagine que faire appel à ces images aujourd'hui pour nous les présenter est difficile, mais merci. On a eu tout à l'heure Martin Pachayan aussi qui nous a difficilement dit quelques mots. Alors à votre tour, Mourad Amirkhanian. C'est vrai que pour moi c'est très difficile de parler aujourd'hui. Vous savez, depuis ce matin je prie comme chaque année. Si vous permettez, pour commencer, moi j'ai envie de prier en chantant. Parce que là en arrivant, il faut que je chante. Parce que pour moi c'est chaque année, le 7 décembre, c'est absolument prier. Et remercier bon Dieu, je suis vivant, je suis resté vivant et c'est vrai que j'ai perdu beaucoup de monde. La vie continue pour moi et je prie pour eux.
c'est ce tremblement de terre qui a lié mon destin avec la France. C'est pour ça qu'en 2001, je me suis installé en France. Mais toujours, je garde le pont avec l'Arménie, avec Léninakan. Et pour dire que à ce point, c'est difficile pour moi de parler. C'est vrai que si vous allez m'inviter avant, j'allais pas accepter votre invitation. Mais en tant que chanteur, quand je suis arrivé, et Dieu merci, j'arrive à réussir en tant qu'artiste lyrique, pour moi, c'est plus facile de parler 25 ans après qu'avant. Bien sûr. Comme je continue de vivre aussi en France avec mes drapeaux arméniens et français sur ma maison. Alors, Levon Minassian nous disait précédemment lors de son intervention que, en tant qu'artiste, vous avez cette possibilité de transcender, de dépasser le traumatisme et la douleur. Grâce à votre art, vous arrivez à transmettre et aussi à vous-même vous... Aussi, vous savez, ça, c'est aussi typiquement les Naganti. C'est un don aux les Naganti parce qu'on n'aime pas montrer notre douleur et on n'aime pas. On est tellement fiers de nous et on veut absolument cet honneur de continuer, de ne pas montrer qu'on a mal, même si c'est très douloureux. Alors effectivement, Léninakan a donné naissance à de nombreux artistes de talent. Modane Melchanian, vous êtes parmi nous ce matin pour en témoigner. On parlait tout à l'heure avec Levon Minassian. Il y a également l'organiste Narine Simonian, qui est native de Goumri, qui est ce soir à un concert à Marseille pour justement commémorer ce 25e anniversaire du 7 décembre. Et je pense aussi à Flora Mardi-Rossian, qui était native de Goumri, qui est décédée il y a 1 an, qui vivait aux États-Unis. Donc des voix, des artistes de talent, comme si cette ville effectivement était un vivier, et c'est peut-être par l'art et la culture que la vie reviendra à Goumri. Il est question que le ministère de la Culture justement soit délocalisé à Goumri. J'aimerais bien pour que ça continue, et comme cette terre donne des talents, j'aimerais bien pour qu'on soutienne encore plus. C'est vrai que 25 ans après, il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a pas beaucoup de construction à Gyumri. Il y en a, mais on a toujours des gens dans les domiques, ce qu'on appelle les préfabriqués. Voilà, dans les domiques. Et pour moi, c'était aussi l'art. Déjà, il faut que on continue à soutenir l'art aussi de Gyumri, de faire ce pont entre la France, l'Europe et de Gyumri, de Léninakan. Alors cette renaissance par l'art, cette renaissance aussi par l'action associative. Donc je le disais en préambule, à Araxia Dedayan, vous avez créé une association tous ensemble, qui avait pour objectif au départ de venir en aide aux victimes. À tremblement de terre à 88, ce que nous continuons toujours tous les ans. Peut-être c'est petite aide, mais toujours c'est un soutien, c'est la présence, c'est le moral ou n'importe quoi, mais quand même on est là toujours pour leur aider, pour tout quoi. Alors Araxia Dedayan nous disait tout à l'heure, il y a un avant et un après 7 décembre 1988 pour ceux qui évidemment ont perdu des êtres chers ou ont eux-mêmes été grièvement blessés lors de ce tremblement de terre. On imagine aussi que pour ceux qui ont été sur place pour porter secours, il y a aussi un avant et un après. Alors je voudrais, pour un peu amorcer la phase finale de cette émission, vous donner la parole pour que vous nous disiez comment cette mission en Arménie vous a les uns les autres peut-être changé. Qu'est-ce que ça a provoqué en vous? Et aujourd'hui, 25 ans après, quel regard vous portez sur ce séisme? Bien sûr, après cette mission que j'ai effectuée en Arménie, à Spitak, donc j'ai participé une dizaine de fois à des rencontres en Arménie, et même grâce à l'intervention et à la collaboration des hôpitaux universitaires de Paris, nous avons pu recueillir pas mal de matériel de chirurgie orthopédique, et donc nous avons pu équiper certains hôpitaux, notamment l'hôpital de Nord Zeytoun, l'hôpital universitaire de Nord Zeytoun,
avec du matériel justement qui a été recueilli des hôpitaux universitaires de Paris, et par conséquent l'hôpital de Noor Zaytoun a été équipé notamment du matériel de chirurgie de la hanche. Oui. Et la première opération de prothèse de hanche qui a eu lieu à l'hôpital de Noor Zaytoun, donc j'ai collaboré avec le professeur Albert Zaratian, et donc nous avons en quelque sorte initié la chirurgie prothétique de la hanche dans cet hôpital. Donc je pense que les laboratoires pharmaceutiques français également ont contribué très largement sur le plan des médicaments. Et notamment en décembre, quand je suis allé, j'ai pu amener avec moi du matériel pharmaceutique, notamment des antibiotiques, des caisses assez importantes qui ont été mis à notre disposition par les laboratoires pharmaceutiques français. Je dois dire que parmi ces missions qui ont eu lieu en Arménie, il y a une qui m'a particulièrement frappé. Nous avons parlé tout à l'heure des aspects psychologiques, psychiatriques. Justement, la psychotraumatologie est un domaine particulièrement important. Et justement, en collaboration avec le Conseil de l'Europe, et notamment avec l'Université de Rome, et notamment le département d'anesthésie de l'Université de Rome, a été organisé dans le cadre du Conseil de l'Europe un séminaire qui a eu lieu à l'Académie nationale des sciences d'Arménie, qui a duré pendant 3 jours, auquel j'ai participé. Et là, justement, il y a eu une intervention qui m'a particulièrement frappé, c'est qu'un des chercheurs arméniens de l'Académie des sciences d'Arménie avait remarqué qu'au moment du tremblement de terre, la radioactivité naturelle qui existe, vous voyez, était particulièrement augmentée. Ce qui laisse supposer que ce dosage de la radioactivité naturelle qui augmente au moment des séismes peut être un facteur prédictif. Parce que le vrai problème, c'est qu'on dit qu'on ne peut pas prévoir le tremblement de terre. Mais là, avec cette intervention qui a eu lieu et l'augmentation de la radioactivité naturelle dans les zones de séisme, permet justement de développer cette recherche et d'éventuellement prévoir la possibilité de catastrophes de séisme ultérieures. Voilà. C'est un domaine qui mérite d'être développé et souligné. Ce sont les chercheurs de l'Académie des sciences d'Arménie qui ont... Et justement, c'était une des communications qui a eu lieu lors de ce séminaire sur la psychotraumatologie qui a eu lieu à l'Académie des sciences d'Arménie. D'accord. Cela m'a particulièrement frappé. Merci, Hagop Karkacharian. Pierre-Yves Le Priol, même question. Alors, pour vous, vous n'êtes pas arménien, donc il y a aussi un avant et un après quand même. Oui, il y a un avant et un après. Moi, je dirais que pour ma corporation des journalistes, l'effet aussi de ce tremblement de terre, ça a été de poser l'Arménie sur la carte du monde. Beaucoup de mes confrères, moi je suis lié à votre communauté arménienne par mon épouse, mais beaucoup de mes confrères ne connaissaient guère l'Arménie. Donc ce tremblement de terre qui a vraiment marqué tout le monde a contribué à situer l'Arménie sur la carte du monde. Et je voudrais peut-être aussi dire à cette occasion, ce qui n'a pas encore été dit dans le courant de cette émission, c'est que en plus il y avait un double problème durant cette période en Arménie, puisqu'il y avait donc ce tremblement de terre et c'était tout à fait concomitant de tous les événements, pogroms, échange de population dans la violence entre Azerbaïdjan et Arménie, le comité Karabakh. D'ailleurs, l'Union soviétique, bien dans sa méthode, a un peu profité de ce tremblement de terre pour arrêter les membres du comité Karabakh. Donc je pense que l'une des dynamiques aussi qui a été suscitée dans les médias après ce tremblement de terre, c'est aussi un intérêt pour la
stratégie locale et pour ce nœud de problème qui était donc le Haut-Karabakh. Et donc voilà, donc je pense que là il y a quelque chose qui s'est joué. Et moi c'est une chose qui m'a vraiment marqué quand je suis arrivé là-bas. C'était effectivement que j'ai pris la mesure de la double peine en quelque sorte qui tombait sur le peuple arménien. Cette catastrophe absolue. Je rappelle, je relisais mes notes et les articles de presse de l'époque. Au début on ne savait pas. Les chiffres étaient extraordinaires. On parlait de 10 000 morts, on parlait de 100 000, de 45 000, etc. Donc catastrophe absolue. Et puis un problème de voisinage majeur avec l'Azerbaïdjan, le problème du Karabakh. Et donc je pense que cette grande catastrophe a contribué aussi à éveiller la corporation des journalistes et donc l'opinion publique à cette situation douloureuse de l'Arménie face à un voisinage hostile. Merci Pierre-Yves Le Priol. Araxia Dadayan, justement, Pierre-Yves Le Priol vient de parler des chiffres. Officiellement, ce séisme aura fait 30 000 morts. Les Arméniens parlent de 100 000 victimes. La vérité se situe peut-être entre les deux. Est-ce qu'on peut aujourd'hui apporter une estimation plus précise ? Estimation précise, non, parce que toujours, malheureusement, il y a une question de politique où il y a une loi où il ne faut pas dépasser de certains chiffres parce que ça sera de contribuer comme c'est un pays, je sais pas, la majorité de certains pourcentages, comme on était dans toujours près de... Enfin, c'est le Moscou qui décide de tout, c'est pour ça ils sont pas donné le dernier chiffre. Mais mes relations, ce qu'on entend, ce n'est pas vrai du tout. Jusqu'à maintenant, je ne suis jamais d'accord pour 25 000 ou 30 000. Ce n'est pas vrai du tout. Surtout personnellement, à haute voix, je peux répéter, ce n'est pas vrai. Ils ont caché la vérité parce que jusqu'à aujourd'hui, je rencontre les familles où ils n'ont pas trouvé leurs enfants, leurs proches. Vous savez, il y a combien de personnes qui sont perdues, ils savent pas. Il est vivant, il est mort. Ils savent pas. Comment ils peuvent estimer un chiffre? Non, il n'y a pas un chiffre. C'est un pays, c'est une tragédie où il n'y a pas de chiffre exact. Ce qui ne fait que contribuer à alourdir cette douleur, parce qu'on imagine que lorsqu'on ne sait pas, c'est encore plus difficile. Dernièrement, de 2 ans de la suite, je suis allée à Gyumri, à Vanadzor, à Yerevan, enfin partout. Je voyageais, j'ai vu les gens, j'ai parlé avec inconnus et connus. Et on veut pas, on part toujours, on revient toujours cette question-là, même dans un mariage ou je sais pas, dans un baptême, toujours il y a quelqu'un qui est triste, qui se rappelle un de ses enfants, de ses proches qui est perdu, qui devait être sa place de marié ou le nouveau-né, je sais pas, vous voyez tout le temps, cette douleur, ça restera. Le 7 décembre, c'est un jour d'anniversaire, malheureusement répété parce que c'est un bon mot anniversaire. C'est un mot malheureux, effectivement. Mais voilà, mais ça, le peuple, il porte toujours cette douleur près de leur cœur parce que c'est comme ça. On ne peut pas trop sortir de ça. On vit, on continue à remercier le Dieu parce que c'est vrai, le Gyumri, vous voyez aujourd'hui, il a la fête, tout le temps, il a même pas un an après, il a eu un mariage avec de musique, avec le musicien. Un chanteur qui a perdu son enfant, il chante parce qu'il dit, je ne sais pas rien faire. Je chante, je ne sais pas faire en pleurant, oui. comme monsieur il a fait. C'est ça. Le Gyumretsi, le Nagansi, c'est ça son talent, son être Gyumretsi, c'est ça. Qu'il peut pleurer et chanter en même temps. Merci, Araxia Dadayan. Aram Termination, avant, après, vous aussi, vous avez... Eh bien, avant et pendant, au milieu de tout ce malheur et de tous ces désastres, le souvenir quand même d'un immense espoir et d'une immense solidarité depuis le moment où on a atterri sur l'aéroport de Yerevan, où on a été accueillis par une foule d'étudiants portant les Yerakuin et nous embarquant dans les bus pour nous emmener vers les régions sinistrées. Une immense solidarité sur les lieux mêmes avec les équipes venues, enfin les habitants de Gyumri et les équipes venues de partout en Arménie. Et je pense en particulier à mon ami
Valérie Roberti, aujourd'hui disparue, qui était venue parmi les premiers avec les équipes de secouristes en provenance de l'Artsakh. Parce que c'est Yerakoun, là, dont vous parlez, à ce moment-là, faut rappeler que c'est l'armée soviétique, il n'a pas le droit d'être brandi, ce drapeau aux trois couleurs. Dans le contexte des grandes manifestations, à la fois pour le soutien, pour le rattachement du Karabakh, à la suite des mouvements écologiques, je vous rappelle également qu'à l'époque, une partie des colonnes de l'armée rouge qui refluaient de l'Afghanistan avait été détournée pour maintenir l'ordre en Arménie. Une partie de ces colonnes se trouvait à Gümrü, et je vous ai amené ici une de ces photos qui montre l'un des rares tanks qui ont participé à l'aide au déblaiement des décombres. Qui ont pu être rendus à un usage plus humanitaire, on va dire. Un usage peut-être, oui, plus civil. Et cet immense espoir et cette immense solidarité qui va aboutir aussi au sursaut pour la libération du Karabakh. Et maintenant, je m'interroge sur la suite, sur l'état actuel de l'Arménie, sur une grande partie de cette jeunesse d'Arménie qui, n'ayant pas les moyens de vivre en Arménie, cherche à tout prix à partir à l'étranger. Interrogation également sur ces immenses constructions que l'on voit à Yerevan, inhabitées. On peut se demander quelle est la qualité de ces constructions. J'ai eu l'occasion de discuter avec quelques architectes renommés en Arménie qui ne se font pas beaucoup d'illusions. Donc, j'allais dire des souvenirs mitigés, partagés. Merci à vous également, Adam Termination. Alors pour conclure, Mourad Amirkhanian, le mot de la fin vous revient. Je le disais tout à l'heure, vous avez initié une journée artistique pour dire merci la France, l'Arménie se souvient 25 ans après. Vous avez réuni un certain nombre d'artistes, il y aura également le cinéaste Levon Minassian. Donc, pour présenter un programme artistique pour marquer ce 25e anniversaire du tremblement de terre, mais pas seulement. Voilà, c'était aussi de dire un grand merci à nos Français et Françaises qui étaient et notre diaspora arménienne, de remercier 25 ans après. Je suis un chanteur qui continue sa carrière un peu partout, mais j'oublierai jamais quand quelqu'un m'aide, en général, Lena Kansi, quand quelqu'un on aide à Lena Kansi, il répond doublement, triplement à un remerciement, parce qu'on dit que Lena Kansi, on est des grands cœurs. Je suis désolé de me présenter comme ça, mais c'est la vérité. C'est pour ça qu'en arrivant ici en France, quelques temps après, j'ai envie de remercier, continuer à remercier le moment où je suis vivant, je vais continuer à remercier aussi la France pour tout ce qu'on nous a fait à l'époque, en 1980, après le tremblement de terre. Et je vous invite tous demain à la salle Gaveau à 17h, parce que on va regarder 2 films de Serge Avedikian et Levon Minassian en collaboration, et après j'ai invité mes amis français, françaises, des chanteurs, une chanteuse, violoniste, violoncelliste, et il fallait absolument partager. Et en deuxième partie, j'ai mis des œuvres beaucoup plus gaies pour tout simplement de dire que la vie continue et qu'on continue se battre et aussi remercier la France. Eh bien, merci à vous aussi, Mourad Amirkhanian. Donc, une dernière pensée pour Martin Pachayan, qui était en ligne tout à l'heure avec nous durant cette émission, qui touche à sa fin. Et nous allons terminer en écoutant Zartong, une chanson interprétée par Yerso, un texte écrit par une habitante de Léninagan également, Zoya Galestanian, qui est pianiste et qui a écrit les paroles de cette chanson, mise en musique par Jacques Rousselon. Donc, nous écoutons, pour terminer cette émission, Zartong, interprété par Yerso. Merci de votre attention et à bientôt. Au revoir.
աշնան խավարում բացվեց դժոխ կիպերան ամեղ վալուկներ այլուչ այլ դարձան խաղալիք բնության խաղին մայսու կևիշտավեր կանկարավ սիրդի մասկի սևական մարդիկ անզոր եկավ կարու այրեց բուրցկեր մարդկանց վշտացած մայրացան նորից հազարներ ջիչեր լսվեցին նոր ծնվող յանքի սերելու իսարել Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.